Si vous êtes hypersensible, il y a de fortes chances que, comme moi, vous connaissiez bien cette sensation, une colère qui ne s'exprime pas par des cris, mais qui s'accumule, qui ronge, qui vous suit pendant des heures, des jours, voire des semaines. Une colère glaciale, silencieuse, qui s'infiltre dans vos pensées et vous enferme dans une bulle d'émotions comprimées. C'est ce qu'on appelle la colère froide. Pourquoi est-elle si fréquente chez les hypersensibles ? Parce que nous ressentons tout plus fort, mais que nous avons aussi appris à nous taire, à ne pas déranger, à éviter les conflits. Résultat, au lieu d'exploser, nous implosons. Mais cette colère contenue ne disparaît pas. Elle s'accumule, elle pèse sur notre corps et nos relations, elle alimente nos ruminations et parfois elle finit par nous éloigner des autres. Dans cet épisode, je vais t'en parler un peu plus pour t'aider à la comprendre, à la repérer et surtout à la transformer en une force constructive. Car oui, c'est possible d'exprimer sa colère autrement qu'en explosant ou en se repliant sur soi. Alors si tu es prêt ou prête à libérer cette émotion d'une manière plus saine, c'est parti, à tout de suite. Hypersensible haute couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. Aussi forte qu'elle soit, la colère ne remonte pas toujours à la surface. Souvent, ça mijote à l'intérieur. Les personnes concernées ne l'expriment pas et s'en occupent d'elles-mêmes. Elles peuvent même, ces personnes, ne pas être conscientes, elles peuvent nier qu'elles puissent ressentir quelque chose d'aussi négatif que la colère. On serait donc dans une forme de déni. Et on ne le fait pas pour se faire remarquer, car dans la plupart des cas, il y a quelque chose qui reste caché. Et parfois, on peut remettre aussi en question son comportement. Et parfois, on n'a aucune explication plausible. Donc la raison de cette situation, de ressentir des choses, mais dont on n'arrive pas à s'expliquer, ou en tout cas, on pourrait même presque se culpabiliser, c'est qu'on est dans une colère refoulée. Le problème de ça, c'est que avec le temps, ce sentiment peut d'abord ronger le corps. On va voir quels sont les impacts sur le corps aussi, qui sont dramatiques. Et aussi, ça peut se transformer en une forme de routine. On aurait tellement l'habitude qu'on refoulerait en permanence. Et avec le risque qu'un jour, cette colère lourde d'avoir été contenue explose n'importe comment, n'importe où, face à n'importe qui. Donc on voit bien là un effet négatif en fait sur notre vie, sur notre corps, sur nos relations aux autres. Voilà, donc j'avais envie de faire cet épisode parce que moi j'ai aussi longtemps refoulé les colères parce que j'en avais marre aussi d'exploser de manière inhabituelle, impromptue, face à des gens qui souvent n'y étaient pour rien d'ailleurs. Et allant jusqu'à parfois même, j'ai évité la catastrophe à vouloir balancer ma main dans une fenêtre. Et du coup, la réaction que j'ai eue par la suite, c'est finalement de ne plus montrer cette colère. C'est pas que j'en avais plus, c'est que je ne l'exprimais plus. J'étais dans les colères refoulées. Alors, une colère froide, c'est quoi ? Au contraire de la colère chaude, qui est explosive en fait, on va avoir une colère retenue, silencieuse, qui va s'exprimer en fait de différentes façons. Alors, pourquoi est-ce qu'on ressent déjà, avant d'aller sur l'expression de cette colère, comment ça vient une colère de manière générale, mais une colère froide ? C'est en fait une accumulation déjà de frustrations non exprimées. Par exemple, vous êtes en permanence en train de faire des efforts
dans votre couple, avec vos amis. Et dans le meilleur des cas, on ne vous remercie pas, mais dans le pire des cas, on voit que ce que vous avez fait qui n'était pas bon. On vous critique. Et du coup, ça fait une accumulation en fait. Et même quand on finit, par exemple, je pense à un ami avec qui vous faites beaucoup d'efforts pour l'aider, que c'est un peu systématique, et même s'il ne remercie jamais, un jour il va demander encore un autre service, qu'est-ce qui va se passer? Plutôt que de dire non, ou d'exprimer ton mécontentement, tu vas accepter, mais tu vas être plus distant, tu vas être en colère intérieure, et puis tu vas finir par t'en vouloir de ressentir cette colère. Donc tu vas lui en vouloir à lui de t'avoir demandé une fois de plus sans te rendre compte que c'est la xème fois et qu'il ne te remercie jamais. Et je ne parle même pas de te rendre l'appareil, parce que des fois, on va aller demander service et cet ami ne va pas... Lui n'aura pas le temps, ne sera pas là, trouvera des excuses pour ne pas le faire. Mais on va s'en vouloir à soi, en fait, de ressentir une colère. Parce que du coup, ça met un espèce de brouillard, on n'est pas très clair avec ça. Donc ça peut être ça, déjà, une accumulation de frustration. Ça vient chercher le comment je pose mes limites. Et en l'occurrence, là, comment je les pose pas finalement. Et que je fais toujours passer les autres avant moi. C'est très fréquent chez un hypersensible, hein, qui confond, qui culpabilise de ne pas pouvoir rendre service, qui est toujours un peu en surempathie, et qui oublie de penser aussi à lui, et d'être plutôt en équilibre entre le donner et le recevoir. Après, il peut y avoir la peur du conflit. Quand on fuit les conflits, quand on n'aime pas les conflits, pour ne pas décharger, pour ne pas réveiller les foudres, en fait, on obéit sans rien dire. Voilà. On va faire. On va oublier de poser ses limites, en fait. Donc, on va, par exemple, moi j'ai parfois eu ça, jusqu'à ce que je commence à poser mes limites et à contractualiser. Au début, par exemple, dans l'entreprise, avec certains patrons, comme je n'avais pas envie de défouler les critiques, les conflits, j'avais pas envie d'aller au conflit, eh bien je disais toujours oui à ce qu'on me demandait. Mais en fait, je critiquais dans le dos. Donc je faisais oui, je trouvais pas le moyen de contractualiser, de dealer pour qu'on trouve un équilibre, et du coup je critiquais par derrière. Donc ça génère encore une fois aussi, c'est une forme de colère en fait. Par peur du conflit, on se retire, mais en fait on n'est pas bien, et du coup on est souvent dans le jugement de cette personne, au lieu peut-être de venir à l'intérieur de soi et de voir comment on va pouvoir poser ses besoins aussi, et exprimer ses besoins et poser ses limites. Et alors après, il y a quelque chose qui vient chercher aussi les blessures profondes. Trahison, injustice, humiliation, abandon. Quand il y a quelque chose comme ça, une injustice, par exemple, qui a été commise à un membre de la famille, où tu sens que dans la famille, c'est pas équitable. Il y en a un qui reçoit plus d'attention que toi. On est sur un héritage et puis tout d'un coup, on voit que la distribution n'a pas été équitable. Bref, il y a plein de façons de réveiller cette blessure d'injustice. Eh bien, parfois, plutôt que d'exploser, parce que ça se fait pas, parce que la famille, parce que parce qu'on n'y arrive pas, hein, tout simplement, eh ben, on va couper en fait progressivement les liens, mais sans jamais expliquer pourquoi. Moi, je me suis éloignée plusieurs fois de la famille comme ça, de mes parents, j'avais régulièrement ça à un moment donné, parce que j'acceptais plein de choses, j'osais pas, je regardais en silence en fait ce qui m'apparaissait être des injustices, et au bout d'un moment c'était trop, donc je m'éloignais. Voilà, je disais c'est insupportable, je me protège en fait, plutôt que de leur dire en fait. Donc personne ne comprenait, et ça alimentait en plus, ça faisait plus de la même chose en fait, hein, plus de cette injustice, puisque du coup mes parents comprenaient rien, étaient plus avec mes frères, et du coup ça venait alimenter oui, ils s'occupent plus de mes frères.
Donc c'est quelque chose qui est en lien, voilà, aller voir ces blessures va être aussi une clé de compréhension parce que si je me suis sentie humiliée souvent dans l'enfance, par exemple, je peux avoir tendance adulte après à me taire pour ne pas risquer une critique supplémentaire, une humiliation encore. Et du coup, mais pour autant, ça va faire son œuvre et la colère va se développer. Donc, ça vient se nicher. Parfois, ça s'exprime. On va voir qu'il y a des ressentis physiques repérables, mais parfois, on ne va pas avoir. Ça va être très subtil, mais c'est pas parce qu'elle ne s'exprime pas qu'elle n'est pas là. Alors, comment est-ce qu'on peut la repérer comment est-ce qu'on repère qu'on est en colère froide? Il y a tous les signaux corporels. Il y a des ressentis physiques de tension, en fait. Soit vous avez la mâchoire serrée. Des gens comme ça qui desserrent jamais la mâchoire. Vous êtes dans une situation et puis hop, vous sentez votre mâchoire qui se tend. Et là, il y a un problème. Il y a le fait d'être crispé. Il y a de la boule au ventre aussi. On peut avoir, voilà, c'est pas forcément de la peur, ça peut être de la colère. La respiration bloquée. Voilà, physiquement, il va se passer des choses, des signaux corporels. Il va y avoir aussi des pensées récurrentes et des ruminations. Vous allez toujours ressasser la même chose. Tant que la colère n'est pas évacuée, vous allez ressasser et ressasser. Votre comportement aussi. Tout ce qui est prise de distance, silence, sarcasme, rancune, quand vous commencez à avoir de la rancune, il y a une colère sourde qui se cache. Donc ça, c'est les premières choses qui viennent. Alors parfois, dans les indices qui peuvent vous aider, il y a le fait que parfois on n'a aucune sensation. Il y a parfois des personnes qui ressentent de la colère, mais qui ne la ressentent pas, qui ont de la colère, mais qui ne la ressentent pas. Mais la plupart du temps, les gens qui vivent avec une colère refoulée, ils ne la montrent pas. Au contraire des personnes qui n'ont pas cette forme de colère, elles se mettent en colère de temps en temps, en fait. Alors que là, quand vous êtes en colère refoulée, ça peut devenir comme une habitude. Et du coup, vous n'avez aucune sensation. À force de réprimer le sentiment négatif chaque jour, eh bien, ça commence à s'inscrire et ça reste bloqué, en fait. Imaginez que vous travaillez dans un bureau, vous avez un collègue avec qui vous entendez bien, dans l'ensemble, il est plutôt sympa, ça collabore, mais depuis quelque temps, vous vous rendez compte que les autres se plaignent. Par exemple, peut-être parce qu'il fait des longues heures de travail, il manque d'argent, lui-même ne parle pas. Et même lorsqu'on lui demande son avis, il exprime brièvement son opinion, et il ne le fait pas sur un ton, il le fait sur un ton neutre, voilà. Et on voit la charge de travail qui s'accumule, alors tout le monde se plaint sauf lui, il ne dit rien, il semble avoir aucun problème. En fait, on pense que cette personne, elle prend les choses comme elles viennent, elle est assez zen, machin, mais en fait non, c'est malheureusement pas vrai. C'est une personne qui se ment à elle-même, en fait, qui n'arrive presque plus à ressentir, mais qui préfère ne rien dire, en fait, pour qui c'est peut-être plus facile, et puis à force, on finit par plus se rendre compte, ça devient comme une habitude, quoi. Donc, ça invite à... Si vous avez dans votre entourage, d'ailleurs, des personnes qui semblent pas en colère et tout ça, c'est peut-être quelqu'un qui lutte contre ses colères, justement, qui ne veut pas s'exprimer, qui a peur d'exprimer parce que ça pourrait sortir n'importe quoi. Et puis, exprimer sa colère, c'est apparaître aussi comme quelque chose de négatif. Voilà, quelqu'un qui commence à se mettre en colère, même au premier niveau, quand on dit je suis très en colère, il y a un côté négatif au sens tu n'arrives pas à te maîtriser, tu peux pas contrôler, prendre du recul sur la situation, voilà. Alors que des fois c'est juste poser les limites avec l'autre, et que des fois c'est la seule façon d'être entendu, en fait. Donc c'est important, en fait, de pouvoir l'exprimer.
Bon, il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas faire face à la critique. Quand, je vous le disais tout à l'heure, quand on a fait face quand on est dans la blessure d'humiliation, c'est insupportable d'avoir une critique. Donc, ils préfèrent ne rien dire plutôt que de subir une critique. Donc, c'est des gens qui vont critiquer par derrière, en fait. Après, il y a la plainte. Il y en a, ils ne sont pas en colère, mais du coup, comme ils se sentent injustement traités, ils vont se plaindre. Donc, c'est comme une colère froide. Ils vont systématiquement se plaindre, au lieu de poser les choses et de commencer à dire peut-être tu devrais un peu te mettre en colère. Vous savez, c'est ces amis qui ne sortent pas de leurs problèmes et qui ressassent à chaque fois que vous les voyez, ils vous parlent de la même chose et ils n'entendent pas en fait. Et ils se plaignent. Vous avez beau leur amener des solutions, ça ne marche pas. Alors, pourquoi c'est important de sortir de la colère froide ? Parce qu'en fait, on pourrait penser que c'est bien que ceux qui ne se mettent pas en colère comme ça maîtrisent tout. Voilà, ça permet aussi de mettre le problème de côté. Voilà, et on a l'impression qu'on va s'en sortir. En fait, il y a vraiment des effets hyper négatifs sur le corps. On va commencer par le corps. Le corps s'imprègne de toutes les expériences que l'on vit, en fait. Et quand une émotion forte comme la colère est refoulée, elle ne disparaît pas. C'est pas qu'on la ressent pas, elle est là. C'est juste qu'elle ne sort pas. Donc elle va s'ancrer dans le corps. Elle va se mettre quelque part et créer des tensions chroniques. Donc c'est comme ça que vous pouvez avoir des tensions musculaires et des douleurs. Parce que par exemple, je vous parlais de la mâchoire tout à l'heure, la colère retenue, elle va contracter la mâchoire, mais aussi ça peut être les épaules, le cou, le dos, et à la longue, des douleurs chroniques peuvent s'installer. Des migraines, des cervicales, des tensions lombaires, des problèmes au cervical, tout ce qui est musculaire, et même au niveau anatomie squelette, vous allez peut-être vous bloquer quelque chose quelque part. Le système digestif aussi peut être impacté. Une émotion non exprimée, ça affecte le système digestif. Vous savez, une colère, quand par exemple vous êtes frustré, vous ne digérez pas quelque chose de cette expression-là, il y a fort à parier que vous allez menacer un peu votre système digestif. Moi, je me souviens comme ça d'avoir pendant des mois, quand j'étais présidente d'une association, et où je ne pouvais pas dire, parce que j'avais l'impression que tout le monde allait partir en sucette là, et que voilà, il y avait des choses que je sentais mais que j'arrivais pas à exprimer. J'en ai attrapé des reflux digestifs, quoi. Et je comprenais pas pourquoi. Donc j'essayais de moins manger tard le soir, etc. Et en fait, c'était juste que j'avais une colère refoulée. Et que du coup, ça avait un impact. Donc j'arrivais moins à digérer, la nourriture remontait, puis ça faisait des reflux. Et je m'en suis abîmé le cardia, comme ça. Le cardia, c'est cette petite valve qui permet d'éviter que ça remonte, justement. Mais là, j'avais tellement de colère que même énergétiquement, ça le faisait plus. Et puis la colère, ça épuise. Et c'est pas parce qu'on l'exprime pas qu'elle n'est pas là, et elle puise. En fait, elle vient éroder votre énergie vitale. Et il peut y avoir une fatigue et un épuisement nerveux qui va créer une sensation de fatigue inexpliquée. Donc si parfois vous dites je suis fatiguée, je comprends pas, alors je dors, tout va bien apparemment, essayez d'explorer un peu, voir s'il n'y a pas une colère refoulée quelque part. Les problèmes de peau, on parle du stress, mais une colère refoulée peut venir mettre un eczéma, un psoriasis, ou des tensions internes qui vont se manifester sous forme d'inflammation. Et puis, il y a le trouble du sommeil. Voilà, quand on est en rumination constante, si je n'exprime pas à l'autre, je vais garder ça pour moi, mais je vais ruminer, plus ou moins consciemment. Et ça va empêcher le cerveau de se relâcher. Et donc, au moment du sommeil, l'endormissement peut être compliqué, ou alors je peux avoir des réveils nocturnes et des insomnies. Et en avoir plusieurs par nuit. Voilà, moi ça me tenait ça à un moment donné, quand je ne disais pas, ça revenait le soir, je me disais mais oh là là, c'est infernal, c'est
et je me refaisais le film dans la nuit. Et moi qui suis en train de prendre je suis en formation fascia, soins des fascias. Les fascias, c'est des membranes de tissu conjonctif qui enveloppent tout dans notre corps, qui part des pieds jusqu'à la tête, c'est une grande membrane, et puis qui entoure tous les organes, et qui tient le squelette, en fait. Sans les fascias, on serait un tas d'os. Eh bien, ce sont des véritables archives corporelles, des émotions, en fait. Dès que vous vivez quelque chose, hop, ça vient s'inscrire dans les fascias. Donc, si c'est quelque chose d'agréable, ça met une fluidité. Le fascia est fluide, parce qu'à l'intérieur, il y a un liquide, hein, donc ça circule, ça, voilà, et puis vous êtes libre de mouvement, vous êtes bien. Mais si c'est quelque chose une émotion dite plutôt négative, et a fortiori une émotion refoulée, les fascias vont avoir la capacité de retenir ces tensions émotionnelles. Et ça peut créer, du coup, ça va faire des nœuds dans les fascias, hein, ça stagne à un endroit, ça fait un nœud, et ça peut créer des blocages dans certaines zones du corps. Donc ça fait une rigidité, un ventre noué, des épaules crispées. Ça vient serrer l'épaule, par exemple, ça vient entourer l'organe. Voilà. Par exemple, on dit souvent la colère, hein, en médecine chinoise, la colère, c'est dans le foie. Donc ça vient accumuler comme ça de l'énergie négative dans le foie. Et donc, ça vient nuire à la fluidité du fascia. Par exemple, quelqu'un qui retient constamment sa colère, ça peut développer un diaphragme bloqué. Et ça empêche, en fait, une respiration profonde. Donc, si j'arrive pas à respirer, si j'arrive pas à prendre toute mon ampleur dans la respiration, au bout d'un moment, je peux même être dans une espèce d'état d'anxiété latent, quoi. Donc, en fasciathérapie, on fait remonter cette émotion enfouie, et puis souvent il y a des larmes, hein, et on libère en fait la mémoire du fascia. Et ça remet tout d'équerre. Donc, bon, vous voyez les effets de la colère refoulée. Donc, il est intéressant d'aller évacuer cette colère, en fait. Donc, il y a plein de façons. On n'est pas obligé d'attendre pour qu'à un moment donné, ça sorte n'importe comment et on se tape contre les murs, ou on hurle sur quelqu'un qui, même s'il est concerné, si on n'a rien dit pendant des mois, des années, ne va pas comprendre ce qui se passe. Donc, l'idée, c'est plutôt d'exprimer, mais d'exprimer de façon, alors soit différée, c'est-à-dire, vous n'êtes pas dans la situation, vous allez le faire après coup, tout seul. Soit, si vous êtes face à l'autre, la première chose que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle la communication assertive, c'est-à-dire, vous allez dire, mais vous allez dire avec respect. Donc, c'est exprimer son ressenti sans agressivité ni passivité. Donc, en communication non violente, on dit souvent que le tu, T-U-E, donc, au lieu de dire « t'es toujours en retard, c'est insupportable », dire « quand tu arrives en retard, je me sens frustrée parce que j'ai l'impression que mon temps n'est pas respecté ». Donc, en face, c'est plus entendable, et vous, de votre côté, ça vous permet d'exprimer cette frustration et de ne pas la garder pour vous, de l'évacuer, et puis ça vous donne une opportunité éventuellement de régler le problème aussi. Après, on peut trouver des modes d'expression qui vont permettre d'exprimer cette colère autrement. L'écriture, par exemple. On peut, par exemple, si on est en colère contre quelqu'un, on peut lui écrire une lettre sans forcément l'envoyer, ou tenir un journal où on va clarifier tout ça. Voilà, par exemple, vous avez eu un conflit, c'est bien de noter qu'est-ce qui s'est passé, ce que vous ressentez. Voilà, et ça permet de déposer et de ne pas ruminer. On met à l'extérieur de soi. Donc ça a un effet bénéfique, en fait. Et après, soit vous jetez le papier, soit vous en servez comme support pour aller discuter, à voir. Bon, dans l'échange avec l'autre, l'humour et la prise de recul, si vous êtes un habitué de l'humour, ça peut le faire. Faut pas s'y essayer si c'est pas votre truc, parce que l'humour, ça s'improvise pas quand même.
mais transformer la situation. Moi, je fais ça des fois quand c'est beaucoup, au lieu de... Parce que je sais que chaque mot que je vais dire peut être parfois lourd pour la personne. Et bien, je m'y mets avec légèreté. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui arrive toujours en retard, au lieu de faire le point et dire « je vois que t'es toujours en retard », ça peut être bon. « la ponctualité, c'est pas ta passion. » C'est pas... voilà. Ça peut le faire. Après, il y a tout ce qui est l'expression créative aussi. Moi, je fais de la musique. Des fois, mes émotions, c'est pas des fois, c'est mes émotions, je les mets dans ma création musicale, dans une chanson que je vais faire. Voilà, mais vous pouvez peindre, dessiner, à voir, quoi. L'activité physique aussi, qui a valeur de défoulement. Faire du sport, aller marcher. Moi, je sais quand je suis en colère, je vais marcher. Et ça permet de toute façon de faire descendre, donc de faire sortir et de diminuer l'intensité, parce qu'une colère ne dure jamais longtemps. Et ensuite, ça va mieux. Et puis en plus, ça a le double effet qui se coule de mettre comme une clarté aussi sur ce qui se passe. Ça me permet peut-être à un moment de dire, bon, que vient me dire cette colère, et peut-être d'arriver à prendre des décisions, peut-être d'aller dialoguer avec la personne, de changer une habitude, de penser à moi d'abord, peut-être d'équilibrer et de m'entraîner pour savoir dire non à cette personne qui va encore une xème fois me demander service. Voilà. Et après, au niveau physique, vous avez aussi tout ce qui est respiration et méditation. C'est apprendre à calmer son esprit avant de réagir impulsivement, ou c'est respirer profondément. Donc, quand on sent que la colère arrive, plutôt que de l'exprimer ou de la refouler en la mettant de côté, on inspire et du coup, ça permet d'expulser, de calmer un peu l'intensité le symptôme physique à l'intérieur. Et du coup, après, on peut peut-être commencer à dialoguer. Voilà, donc l'idée, là, dans ce que je vous raconte, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et qui fait que maintenant, je dis, en fait, une colère, c'est quelque chose qui vient dire qu'une limite a été dépassée, un besoin n'a pas été comblé, une valeur a été bafouée. Et donc, il est important de l'exprimer, en fait, de dire qui on est et de poser ses limites et de signifier à l'autre, donner une occasion à l'autre de pouvoir y faire quelque chose, en fait. Parce que si vous le dites pas, outre tout ce dont on vient de parler, il y a fort peu de chances que ça s'arrange. Donc, là, c'est de retenir, en fait, ce que j'ai voulu vous partager, c'est que la colère froide, c'est pas juste un signe de maîtrise ou de contrôle, hein. C'est pas juste un truc de tiens, je m'énerve pas. C'est souvent une émotion qui est étouffée, qui est refoulée, qui au lieu d'exploser, ça se transforme en silence, en distance avec l'autre, en rancune. Et finalement, ça finit par nous peser autant qu'à ceux qui nous entourent. Donc voilà, d'où l'intérêt de s'en occuper et d'abord de repérer qu'on est en colère refoulée. Il faut apprendre à la reconnaître, apprendre à s'exprimer et puis à la transformer en une énergie constructive, soit pour soi, dans de la créativité, soit pour un dialogue constructif. Voilà, peu importe, mais c'est de faire quelque chose pour changer ça. Voilà. Toute émotion a besoin d'être accueillie, écoutée, exprimée et pas subie, parce que derrière chaque émotion, et notamment derrière la colère, il y a un besoin non comblé, une frustration, une limite, et donc c'est une émotion légitime qui demande juste à être entendue. Voilà ce que je voulais vous partager sur la colère. J'espère que pour ceux qui se sont reconnus dans ce type de colère refoulée, ou même ceux qui ont du mal avec la colère et qui se disent « Oh là là, moi j'explose tout le temps ». Bon, j'ai fait un épisode de podcast sur la colère explosive, donc je vous invite à y aller. Et les autres, c'est une invitation à pas la refouler non plus, parce que en fait, c'est pas mieux. C'est-à-dire que l'autre de vous retourner contre les autres, ça se retourne contre vous. Donc, j'espère que vous aurez trouvé là des clés, des éclairages et puis des clés. Si cet épisode t'a parlé,
et que tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas, vas-y, partage-le en fait. Hein. Et puis si tu veux être au courant des prochaines sorties d'épisodes podcast, sur ma chaîne, abonne-toi. Et puis sur les plateformes et même sur ma chaîne, n'hésitez pas à envoyer des commentaires. Si vous avez aimé cet épisode, je serais ravie de vous l'entendre dire. Vous pouvez le liker. Et si vous avez une question, une précision, si vous voulez partager quelque chose, sachez que je lis tous les commentaires. Je prends soin d'y répondre. Pas toujours tout de suite. Des fois, j'ai 3-4 jours, un peu de délai parce que j'ai à cœur de bien répondre justement. Et que j'ai pas toujours le temps de le faire tout de suite, mais je réponds. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie tous les auditeurs qui m'écoutent. Je suis très contente de ce podcast hypersensible parce que je vois qu'il prend toute sa place. Le nombre de vues augmente. On est à peu près à 2000 écoutes là. Depuis que je l'ai sorti, il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas énormément d'épisodes, donc je suis très contente. Je suis contente aussi de vos retours. Je vois que ça aide des personnes. C'est ma volonté en fait première de pouvoir vous aider à repérer. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit maintenant c'est grâce à toi que je sais que je suis hypersensible. D'autres m'ont dit maintenant j'arrive mieux à gérer les relations dans ma famille, je redoute plus Noël, je comprends mieux ce qui se passe dans mon couple, j'arrive mieux à gérer mes émotions. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça, j'en suis très contente. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.